Bonjour à tous et bienvenue pour ma dernière vidéo de cette saison qui sera clôturée dans une semaine par la vidéo de Pierre. Je parlerai rapidement du programme de la rentrée pour Terra Bellum qui va s'avérer chargé puisque nous allons travailler à ça tout le mois d'août. Restez donc en fin de vidéo pour en savoir plus sur la saison 3 qui arrivera en septembre. Alors qui dit dernière vidéo de la saison dit mois de juillet, dit été, dit donc vidéo plus tranquille et ça se voit d'ailleurs à mon ton de voix. J'ai trouvé bon de diversifier un petit peu le contenu et vous offrir pour l'occasion une nouvelle approche avec une vidéo de présentation de livres pour l'été. Et aussi parce que je vous cache pas qu'on est tellement occupé en fait pour préparer ce qui arrive, et en plus du travail de mon côté que ça me fait gagner du temps, et vous découvrez des bons livres, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc toujours dans l'esprit Terra Bellum bien sûr, ces livres n'étant pas là au hasard. On commence tout de suite avec un premier livre de Jean-Marie Buissou intitulé Les leçons du Japon, un pays très incorrect de mars 2019, donc c'est un livre très récent. Qui est Jean-Marie Buissou? C'est un enseignant et chercheur qui a travaillé plus de 15 ans au Japon et qui a fait de réguliers allers-retours avec la France. Il a écrit plusieurs livres, mais celui-ci est vraiment riche en fait dans le sens où c'est un livre à la fois très généraliste sur la société, la réalité du quotidien et dans le fonctionnement du Japon contemporain, mais c'est aussi un témoignage personnel. Et il compare souvent d'ailleurs le fonctionnement et les pratiques en France avec celles au Japon. Donc dans ce livre, on voit l'exigence de ce qu'est la vie au Japon en tant que citoyen japonais, et je pense dans une certaine mesure que c'est aussi quelque chose que l'on pourrait rapprocher avec la société par exemple sud-coréenne également, voire est-asiatique en général, en tout cas avec les retours que j'en ai eus, et en général dans l'esprit. Pourquoi un pays très incorrect ? Incorrect car il n'y a pas de place pour l'individu, par exemple, c'est un pays de sacrifice de soi, de ses émotions, de ses envies au profit de la société et où le collectif supplante le besoin individuel. Donc tout est millimétré, tout est contrôlé, on a une optimisation au possible de la société, consciemment ou inconsciemment, puisque de toute façon elle est inclue dans les mœurs. Une société avec le travail comme règle d'or pour hisser le pays au sommet. Donc on voit toute cette optimisation, cette vitrine du pays qui doit être parfaite quand on regarde de l'extérieur. D'ailleurs le soft power japonais est très puissant, je le souligne d'ailleurs, notamment en France. Mais l'auteur va au-delà de cette vitrine. Certes, ce pays est optimisé, le travail est règle d'or, tout est millimétré, etc., etc. Mais au-delà de cette vitrine, il y a l'arrière-boutique. Et l'auteur va passer de droite à gauche, il va passer toute l'arrière-boutique. On y voit que tout n'est pas forcément comme on pourrait le penser, avec parfois du laisser-aller dans certains secteurs. Et à contrario, l'auteur temporise aussi certaines réputations tenaces qu'on peut avoir sur le pays avec un regard extérieur. Je pense par exemple au taux de suicide, au phénomène d'isolation sociale parfois très violent, ou encore le vieillissement de la population. Voilà, tout ça est à la fois temporisé. Et pour le bonus, l'auteur se permet aussi des comparaisons avec la France, ce qui m'a le plus marqué étant par exemple le rapport à la politique au Japon et celui en France, ou encore le traitement médiatique. Là où le français moyen aussi va par exemple passer son temps à tourner en rond, faire des débats sans fin, et profite au final moins de son temps libre qu'un japonais, alors que celui-ci est plus important. On a aussi le journaliste en France qui est très politisé dans sa démarche, alors qu'au Japon tout est cloisonné, on a une forme de respect de la fonction, de toutes les fonctions en fait, puisque le travail est d'or, même le gars qui fait la déviation avec son casque blanc et son sabre laser est respecté. Les journalistes ne traitent pas de politique, qu'ils laissent aux politiciens, et les politiciens quand ils font l'objet de condamnation perdent tout leur honneur. On a aussi tout un différents chapitres comme ça où on voit vraiment la notion de l'honneur, il faut respecter l'honneur. L'honneur qui va bien plus loin encore une fois que le simple individu, puisque c'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur de son clan au travail, etc., etc. Et qui donc s'excuse à un point, à des degrés qu'on n'imaginerait même pas. Et de l'autre côté, on a un système judiciaire aussi très dur au Japon, peu importe le statut du condamné. On l'a vu récemment avec ce cher Carlos. La peine de mort, largement soutenue par la population, une immigration fortement contrôlée, parce que le Japon est en réalité un pays très conservateur, qui n'a jamais connu de révolution, mais des cycles tout au long de son histoire, et c'est d'ailleurs ce que l'auteur souligne. On a toujours ce rapport aussi à l'histoire qui est très important, je trouve, surtout quand comme moi, on a été un peu un historien de formation, en tout cas au début de ses études. On a ce qu'on retrouve dans les sociétés asiatiques, qui sont très pragmatiques. Très intéressant aussi, c'est évoqué par l'auteur, on a un rapport à l'histoire qui est très particulier au Japon. Là où de notre côté, on cherche sans cesse à remettre en cause notre histoire, notre roman national qui a été construit avec le temps, les Japonais, eux, se moquent de savoir si le premier empereur du Japon est un mythe ou non, si telle ou telle divinité réside vraiment dans telle montagne, si tel ou tel samouraï a fait réellement cet exploit. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir ce paradoxe qu'ont de nombreux touristes occidentaux à vanter
ce caractère mystique qu'on retrouve encore partout au Japon, a vanté cette histoire qui est encore très bien conservée là-bas et aimée par ses habitants puisqu'elle est protégée, alors que chez nous tout est fait pour briser nos contes populaires, nos légendes, moquer nos traditions et réviser en fait constamment notre histoire en la noircissant toujours plus. Donc j'ai pas encore terminé la lecture, mais c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. C'est, je pense, aussi un super guide pour une personne qui, par exemple comme moi, doit se rendre au Japon très prochainement, que ce soit pour voyager, pour affaires ou pour diplomatie. C'est encore mieux qu'un guide du routard si vous voulez mon avis. Ça met les pieds directement dans le plat, c'est très pragmatique et on comprend rapidement comment fonctionne le Japon, ses habitants et la société. Et on en tire au passage certaines leçons, souvent très incorrectes d'ailleurs. Mais passons tout de suite au deuxième livre, un livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie, d'octobre 2018. C'est une traduction française tirée de l'anglais. Donc vous devez déjà connaître Jordan Peterson, qui est un psychologue, intellectuel canadien et professeur à l'université de Toronto, qui est assez populaire sur l'internet anglophone notamment pour être un penseur sûr de lui-même, qui n'hésite pas à exprimer ses idées. La première fois qu'il a fait vraiment parler de lui, c'était quand il était professeur à l'université de Toronto. Donc vous savez que le monde de l'éducation en Amérique a 10 ans d'avance sur nous, et pas forcément bien. Il a d'ailleurs refusé d'utiliser des pronoms neutres pour parler de ses étudiants transgenres, ce qui est puni par la loi au Canada, et c'est ça qui a directement amorcé, en fait, paradoxalement, sa reconnaissance médiatique. Ensuite, ses travaux ont été censurés par l'éducation canadienne, en comparant la retransmission de ses vidéos en classe. Je rappelle que c'est un psychologue, ces vidéos ont été retransmises en classe par d'autres profs de psychologie, et celles-ci ont été comparées à des discours du NSDAP directement par la direction et interdits. Il a fait l'objet de plusieurs débats à la télé, où les présentateurs ne cessaient en réalité de caricaturer ses propos. Il venait, il a été invité, il a parlé, mais c'est justement en venant et en affrontant les hommes qui justement voulaient le caricaturer, que tout ça a contribué paradoxalement à sa renommée, puisque en fait en réalité le progressisme et la bien-pensance sont une guerre de retard sur la communication, et c'est un fait. Et il a commencé progressivement à influer le monde francophone, et c'est pourquoi son livre est aujourd'hui traduit en français, mais aussi en espagnol, en portugais et en italien notamment. Donc vous avez sans doute vu d'ailleurs au passage l'interview récente de Peterson, qui a été réalisée par Martin Weil avec un titre très aguicheur venant de Quotidien. Pour vous avouer d'ailleurs, Martin Weil, je l'avais confondu avec Hugo Clément. C'est pour vous dire aussi à quel point ces deux personnages, la fabrication des journalistes aujourd'hui en France est très insipide. Ils n'ont en réalité aucun charisme, et quand on les compare à un personnage face à Peterson, ça tranche directement. Donc l'interview n'était pas de grande qualité d'ailleurs, c'était en fait, encore une fois, une reprise de ces interviews par des présentateurs anglo-saxons qui essayent en fait en réalité de le combattre sur son terrain d'études. Je rappelle qu'il est psychologue depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il était professeur à l'université de Toronto, mais ce sont les journalistes qui veulent le déloger sur son propre terrain. Ces mêmes journalistes qui ensuite se ridiculisent en direct, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Martin Weil. Donc pour revenir au livre, c'est un livre de développement personnel qui fait la synthèse des travaux de Jordan Peterson, qui s'appuie sur ses travaux de psychologue, son expérience personnelle, et on retrouve de la philosophie, même d'une certaine manière j'ai trouvé, mais ça c'est l'historien de formation qui parle, de l'histoire sociale. Qui dit penseur anglo-saxon dit aussi beaucoup de références bibliques, notamment, alors pas tant pour faire du prosélytisme, mais plutôt pour montrer que c'est ce qui est évoqué, dans ce livre, en réalité, nous le savons depuis tout le temps, et que c'est seulement depuis les dernières années que l'on érige des principes, comme par exemple le patriarcat, qui selon Jordan Peterson, n'a en réalité jamais existé, puisque les femmes avaient une place dans la société, elles avaient une autre place, mais elles avaient une place tout de même. C'est brut, c'est choquant, mais c'est pourtant une part de vérité et c'est très pragmatique encore une fois. L'exemple connu, reconnu, le premier chapitre, donc la comparaison du homard et de l'homme, où il dit que, c'est le titre de sa première règle, je rappelle que ce livre c'est 12 règles, la première règle, se tenir droit avec les épaules en arrière, comme les homards qui gagnent un combat face à celui qui se recroqueville, qui se fait tout petit, passif dans la fuite. Il explique que l'homme passif, peu menaçant et plus anxieux affiche des émotions négatives, de la peur, de la tristesse, il va avoir une perte de conscience en soi et donc un manque de protection de son espace de vie, de son cercle social. C'est un cercle vicieux, et beaucoup d'événements de la vie se bâtissent comme ça. Donc je suis pas psychologue personnellement, mais ce sont des choses qu'on voit avec l'expérience dans son lieu d'études, de travail, etc. Je vois des personnes soumises, passives, qui se font écraser, et souvent en réalité, souvent d'ailleurs par des moins que rien, et ces personnes s'enferment ensuite dans leur cercle, vont adopter une posture défensive et ne seront pas attractifs sur le plan social, hormonal et j'en passe. Donc ça détruit vraiment des vies, car tout ça fait perdre du temps, et le temps est précieux, surtout dans une seule vie.
Peterson explique ensuite que le monde est dur, le monde est violent, qu'il y a une violence constante dans la société humaine, que ce n'est pas en restant sur la défensive mais en étant offensif, en affrontant la vie, en affrontant le conflit, que l'on éradique cette violence. Toujours en ayant conscience évidemment de la fine frontière entre sa propre violence et la cruauté pure. Donc c'est un discours très pragmatique, donc qui convient bien, je trouve, à l'esprit Terra Bellum. Et ça, c'est pour la première règle, hein, se tenir droit avec les épaules en arrière. On a aussi comparé soi-même à qui on était hier, et pas à qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vrai, ça c'est quelque chose que je me disais déjà avant. Je suis pas sûr que beaucoup de personnes se posent la question de regarder par exemple un an en arrière, voire plus, et de voir le chemin qu'ils ont parcouru depuis. Donc si on se compare sur un an et qu'on préfère sa position actuelle à celle de l'année dernière, c'est qu'on est sur la bonne voie, et ça peut être d'un point de vue familial, d'un point de vue de carrière, etc. Sinon, il va falloir se poser les bonnes questions, et affronter la vie. Paf, retour à la règle numéro 1. Le dos droit et les épaules en arrière, bien sûr. Et enfin, une troisième, et je vais m'arrêter là, mais c'est la plus importante. Mettez de l'ordre dans votre maison avant de critiquer le monde. C'est une phrase d'ailleurs qui veut tout dire et qui a du sens. Donc il y a un livre très intéressant, je trouve, sur le développement personnel, qui est un livre en fait en réalité de motivation. Et enfin, en troisième conseil de lecture, ce serait un livre historique, mais pas n'importe lequel. Prenez un livre rédigé par l'auteur de l'époque qui raconte par exemple son voyage, son expédition, etc. Vous regardez par exemple les livres aux éditions La Découverte et vous prenez celui que vous voulez. Vous avez le livre des merveilles de Marco Polo, le voyage autour du monde de Bougainville, celui de James Cook, des explorateurs moins connus comme De la Condamine et son voyage sur l'Amazone, etc. Le but, c'est de lire un ouvrage historique, comme un roman, puisqu'ils sont rédigés comme des romans, et de comprendre ce goût de l'inconnu, l'infrottement du risque, le sang des combats, la sueur sur le pont du navire et la maladie dans la forêt tropicale. Bref, de retourner dans un monde bien burné, et en plus, étant donné que c'est des auteurs d'époque, rien n'est édulcoré avec les critères qu'on connaît aujourd'hui. Sinon, comme valeur sûre, puisque c'est mon préféré, et celui que je peux vous recommander d'office puisque je l'ai lu, je vous recommande celui de Bernal Díaz del Castillo, intitulé Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne. C'est un titre à rallonge comme on les aime. Qui est Bernal Díaz del Castillo? C'est un conquistador qui a participé à l'expédition de Cortés, qui va pénétrer, vous le savez, dans l'Empire aztèque en 1519 à partir de Cuba, pour ensuite y lancer la conquête de l'Empire aztèque qui s'achève en 1525. Donc il y raconte les premiers pas de cette expédition, le contact avec les peuples soumis aux Aztèques qui deviendront ensuite des alliés, la rencontre avec les Aztèques bien entendu, la découverte des rituels païens avec les sacrifices humains qu'il voit pour la première fois, l'éblouissement devant la cité de Tenochtitlan, l'empereur Moctezuma II, ensuite on a les premières batailles, les escarmouches, les défaites, les victoires, et tout ça en fait se lit très bien, ça se lit comme un roman d'aventure, l'histoire est très prenante, et c'est toujours très intéressant de voir, je dirais, le premier contact, la découverte de l'inconnu, d'un point de vue, on va dire, humain, d'un point de vue voilà, d'un conquistador comme Bernal Díaz, qui a des origines modestes. Il faut savoir que la plupart des conquistadors espagnols étaient des obros, c'est-à-dire que c'était des nobles peu fortunés pour la plupart, et dont beaucoup ensuite ont été écartés du développement colonial, c'est-à-dire que beaucoup n'ont même pas reçu la part en fait qu'ils étaient venus chercher, puisque les conquistadors se battaient pour trois choses, ils se battaient pour l'or, ils se battaient pour la foi, et ils se battaient ensuite pour les terres. Et beaucoup sont revenus les mains bredouilles, voire sont morts, puisqu'ensuite on a eu différentes expéditions. Charles Quint, l'empereur à l'époque du Saint-Empire romain germanique, et par reflet l'empereur espagnol, n'a évidemment pas considéré ces conquistadors qui étaient des sous-nobles en fait en quelque sorte, et ne leur a pas donné gain de cause pour la plupart. Bernal Díaz, lui, a plutôt bien fini, il a pu rédiger son livre tranquillement, et c'est pour ça qu'il nous est d'ailleurs parvenu. Mais ensuite beaucoup de conquistadors, et Bernal Díaz fait d'ailleurs, c'est d'ailleurs une ode à la base, son livre est un témoignage, et avant tout une reconnaissance à ses compagnons de voyage, ses compagnons qui étaient avec lui de l'expédition, dont beaucoup n'ont ensuite pas été reconnus et n'ont pas eu ceux qu'ils étaient venus chercher, contrairement à lui. Et beaucoup ensuite sont partis faire des expéditions dans le Yucatan, dans les Andes, vers l'Amazone, et beaucoup d'ailleurs n'y sont jamais revenus. Mais encore une fois, je trouve que ça fait un bon reflet même au livre de Peterson, puisque c'est une époque de Burnet, on nous donne pas ce qu'on est venu chercher, eh bien allons plus loin, affrontons le conflit, affrontons la jungle, affrontons les montagnes, et allons chercher, même si ce n'est qu'un rêve, allons chercher cet Eldorado, allons le prendre, et même s'il faut y laisser la vie. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je veux vraiment que vous lisiez des livres historiques, et notamment des romans comme ça d'aventuriers. Alors là c'est Bernal Díaz, c'est un cas à part, puisque on a la conquête d'un empire, on a la chute d'un empire, on a des batailles, on a du sang qui est versé, c'est du sang, de la sueur, du sable et des larmes. C'est ça ce livre, et c'est pour ça qu'il est beau. Encore une fois, on a aussi un autre aspect, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien
bien, de mal, l'Indien n'est pas le bon, le conquistador n'est pas le mauvais, et inversement, chacun a ses intérêts, chacun est là pour une seule raison. Certains sont là pour protéger l'empire aztèque, d'autres sont là au contraire pour s'émanciper de cet empire qui les tient en esclavage depuis des centaines d'années, d'autres sont là pour conquérir des terres, sont là pour trouver de l'or, sont là pour trouver éventuellement des femmes, sont là pour trouver d'autres choses. Chacun a ses propres intérêts, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Donc bien sûr, ce ne sont pas des faits qui sont véridiques forcément à 100%, ce ne sont pas des faits qui sont objectifs, l'objectivité n'est qu'un flou. Ils sont scientifiquement dépassés, hein, si vous prenez les livres de Bougainville ou James Cook par exemple, mais c'est toujours intéressant de lire cette volonté que possédaient les hommes. Aujourd'hui, soi-disant, on sait tout, on fait mine de tout savoir, on est les meilleurs, les gentils, l'humanité n'a jamais été aussi bien portante, etc. Ou en tout cas, c'est ce qu'on veut nous dire, c'est ce que les gens veulent penser pour se donner bonne conscience et justifier d'ailleurs leur oisiveté, leur passivité. Bim, encore un retour au livre précédent au passage. Mais on oublie de dire que beaucoup de personnes sont anxieuses à l'idée même de sortir de chez eux, ne serait-ce qu'oser contredire quelqu'un. On imagine bien le contraste entre les hommes d'aujourd'hui et les conquistadors d'hier, qui quittent leur Espagne natale sans avenir, s'embarquent plusieurs mois sur un bâtiment rustique pour les Antilles, s'engagent dans une expédition vers l'inconnu, se battent pour l'or, les terres et la foi. Enfin, c'est... Voilà, on traverse des aventures pas possibles, se retrouvent spoilés ensuite par leur propre chef, leur empereur, une fois la conquête achevée, partent faire de nouvelles expéditions, font une mauvaise chute dans les Andes, chopent une maladie dans la forêt amazonienne. Enfin, voilà, c'est un contraste qui est bien différent. Et encore une fois, je dirais une ode en fait au passage à l'acte, une ode à l'offensive plus qu'à la défensive, parce que sinon, Bernal Diaz, il serait resté dans sa petite Espagne, avec sa famille modeste, il aurait mené une petite vie modeste et on n'aurait jamais entendu parler de lui, voilà. Et on a une soif, on a cette soif de comprendre le monde, cette soif de découverte de l'inconnu, cette soif du danger, et cette violence aussi des hommes, cette violence de la société. Il n'y a pas de gentils indiens, de méchants conquistadors, encore une fois, et de manière générale, ça sert à rien de toute façon de juger le passé, alors que notre existence même repose sur les actes de nos ancêtres. Je trouve ça totalement contre-productif en fait. Et c'est de toute façon déjà faire un acte défensif en soi, et c'est donc se soumettre par effet de cause. Bref, un superbe livre hein, sur une aventure humaine d'une intensité que plus personne, je pense, ne pourra revivre aujourd'hui. Et voilà, et si vous voulez choisir autre chose que Bernal Diaz, et ben je vous ai dit, allez-y, vous prenez un livre, hein, les éditions La Découverte, il y a du Marco Polo, il y a du Bougainville, il y a du Cook, il y a des aventuriers moins connus, et il y a aussi des expéditions beaucoup moins violentes, bien évidemment, et qui sont beaucoup plus basées sur la découverte que sur la conquête, voilà, à bon entendeur. Voilà, et on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc là, la saison 2 va s'arrêter d'ici la fin du mois de juillet. Au mois d'août, nous serons absents de la chaîne YouTube, mais vous pourrez nous retrouver bien évidemment sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Les liens sont bien évidemment en description. Et la saison 3 va débuter en septembre. Nous revenons donc en septembre, même le 31 août, il me semble, ou le 1er septembre qui est un samedi, je me souviens plus trop, le 31 août peut-être même. On revient, première vidéo, ça va arriver sur les chapeaux de roue bien entendu, et avec quelque chose de nouveau, puisque nous allons lancer un site internet. Terabellum se professionnalise, nous avons recruté plusieurs rédacteurs pour alimenter ce site, nous espérons faire au moins un article par jour, donc de gros projets. Vous allez voir, le site est très bien fait, le site est très beau, c'est du gros travail qu'on est en train de faire actuellement, et évidemment le but à terme c'est de se désengager progressivement de YouTube, qui est de plus en plus, vous ne voyez pas forcément, mais qui est de plus en plus en train d'étrangler en fait les youtubeurs tout simplement, et notamment les youtubeurs comme nous, puisque maintenant, à mesure qu'on fait une vidéo, chaque vidéo d'office est signalée en fait, c'est-à-dire qu'on la poste, elle est signalée d'office, et il faut qu'on fasse plusieurs démarches pour ensuite la débloquer, ça prend du temps, etc. Donc YouTube est de plus en plus en train de censurer en fait, tout simplement, en train de prendre le contrôle, c'est en train de devenir en fait une chaîne de télé, tout simplement, et donc nous, notre objectif c'est de se désengager de ça, de permettre à Terabellum d'exister encore. On s'est servi de YouTube et on continuera à se servir jusqu'à ce qu'on puisse de YouTube comme plateforme, je dirais, d'attraction, mais nous allons localiser tous nos efforts autour du site. De toute façon, une vidéo d'introduction au site Terabellum sera faite d'ici peu, ou au moins avant sa sortie. Voilà. Donc on revient en septembre avec un site. Vous verrez, il y aura plusieurs avantages, il y aura des podcasts, on aura un nouveau format d'abonnement, on va essayer de tout délocaliser, fini, on va essayer de se désenclaver de YouTube, de Tipeee aussi également, et on va lancer notre propre site en essayant de le professionnaliser au possible, et on verra si le format vidéo peut subsister encore longtemps. Voilà, donc merci aux tipeurs, bien entendu, Paul, DRPH, Sixel, Jancé, Moro Kiwi, Steve Thiboteau, Adrien, KEH, JM Kaledo, Adrien L, Megisto et Youyouf. Je vous rappelle également notre partenariat avec ExpressVPN, hein, si vous voulez vous doter d'un des meilleurs VPN, c'est le leader numéro 1 de toute façon dans son domaine. On vous recommande le forfait de 12 mois pour un meilleur rapport qualité-prix.
ExpressVPN, qui est localisé aux îles Vierges britanniques, dont le droit local garantit une protection pleine et entière de vos données. 3000 serveurs dans 60 villes de 94 pays. Comme je dis souvent, 100% liberté, 200% chance, c'est le slogan. Voilà, le VPN qu'on utilise au quotidien chez Terabellum, le VPN d'ailleurs qu'on va utiliser avec notre site. Et voilà pour le mot du partenaire. Sur ce, je vous dis bonne été à tous, bonnes vacances pour ceux qui ont déjà commencé, et nous de notre côté on se retrouvera au mois de septembre de manière officielle bien entendu, mais vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien jusque là.